sur le marché. Juste pour vous dire nous qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en BioValley, on est le pôle de compétitivité santé de la région Grand Est. Et donc on organise de manière assez régulière avec nos partenaires des webinaires orientés métiers pour vous informer aussi sur des sujets qui vous intéressent, et puis pour vous proposer également des solutions si jamais vous en ressentez le besoin. Donc aujourd'hui, le webinaire sera animé par Claire Bernstein et Anne-Laure Bedeau, toutes les deux de Gevers. On est ensemble jusqu'à environ 12 heures. Donc, ça va se passer en 2 étapes. La première partie, plutôt une présentation formelle de ce que peut vous apporter justement de l'idée à la mise sur le marché, notamment la propriété intellectuelle comme levier. Et sur un deuxième temps qui sera plutôt un temps d'échange sur lequel vous pourrez poster toutes vos questions dans le chat et sur lesquelles Claire et Anne-Laure se feront un plaisir de vous répondre. Je vous laisse maintenant entre les mains de Claire et de Anne-Laure et pour la présentation. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors, peut-être pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je vais brièvement présenter le cabinet Gevers. On est un cabinet de propriété intellectuelle d'un peu plus de 200 collaborateurs répartis en France et en Belgique. Notre activité principale est l'acquisition et la défense de droits de propriété intellectuelle, essentiellement marques, dessins, modèles et brevets. Mais c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc vous aurez plus de détails. Et on a un cabinet à taille humaine suffisamment étoffé, on va dire, pour intervenir dans tous les secteurs d'activité, automobile, aéronautique, mais en particulier biotech, medtech, agronomie, santé, agroalimentaire et chimie, pour des clients à la fois académiques et industriels. Et c'est un cabinet qui est totalement détenu par ses collaborateurs. Et donc voilà, moi je suis Claire Bernstein, je suis conseil en propriété industrielle français, brevet et mandataire européen. Et je gère l'équipe Life Science en France, du groupe Gevers en France. Et je vais laisser Anne-Laure se présenter brièvement et puis entamer la présentation. Alors oui, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Laure Bedeau et je suis juriste au cabinet Gevers, dans le spécialisé en droit des marques, dessins et modèles, nom de domaine. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, ce serait d'expliquer en quoi l'API joue un rôle clé dans le développement d'un projet, à chaque étape de la croissance de l'entreprise. La propriété industrielle ou intellectuelle, ça va protéger vos innovations, booster votre valorisation et faciliter aussi les partenariats et les levées de fonds. Donc, on va explorer ensemble le rôle stratégique au cours des différentes étapes de votre projet, de la naissance de l'idée jusqu'à la mise sur le marché, en passant par la recherche de partenariats qu'on a symbolisé par cette spirale. Voilà, alors notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter des repères concrets, des clés de réflexion à chaque étape de l'avancement de votre projet, et dans ce contexte, de vous familiariser avec les différents droits de propriété intellectuelle, de protection, leurs caractéristiques et leur utilité. Et pour cela, on va s'appuyer sur un exemple concret, fictif, mais concret. Hop. Qui est, je vous présente ANPIC. Donc ANPIC a mis au point un dispositif d'injection de médicaments sans seringue qui est ergonomique et très facile d'emploi par toute personne. Il se présente, vous le verrez plus tard, sous la forme d'un pistolet doté d'un réservoir contenant un médicament à administrer. Ce dispositif, en plus, est doté de capteurs qui permettent d'effectuer des mesures biologiques sur un individu. ANPIC a préparé un prototype, elle a confirmé l'efficacité de son dispositif, elle a tout fait elle-même, elle a financé elle-même jusqu'à ce stade. Et en se faisant connaître, elle a éveillé l'intérêt de l'hôpital de Strasbourg qui aimerait lui passer une commande d'un premier lot.
Donc se pose à elle la question de l'industrialisation de son projet. Et en parallèle, elle voudrait poursuivre le développement de son dispositif comme objet connecté pour permettre de collecter différentes informations comme l'horodatage de l'administration, la quantité, des données biologiques, dans une application smartphone qui pourrait à terme faciliter le suivi d'un traitement. Mais tout ceci nécessite des financements et des partenaires, et dans ce qui suit, on va vous montrer comment chaque droit de pays pourra lui permettre de sécuriser son projet. Alors, on va commencer par la première étape, la naissance de l'idée, où l'API protège vos premières innovations et pose vraiment les bases de votre projet. Voilà, dans l'exemple d'Anne Pic, elle se retrouve avec son pistolet, mais elle a beaucoup de questions maintenant. Comment le protéger? Comment le valoriser? La première étape essentielle, ça va être d'identifier où réside la valeur de votre business model et de là, quels sont les actifs qui doivent être protégés pour sécuriser et renforcer cette valeur. Donc, on va d'abord définir simplement les différents titres qui peuvent s'offrir à vous pour mieux comprendre ensuite leur rôle stratégique. Donc, tout d'abord, la marque. La marque, c'est un signe distinctif dont la fonction principale est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Une fois enregistrée, la marque, elle vous confère un monopole d'exploitation indéfiniment renouvelable. Ensuite, il y a le nom de domaine qui a pour particularité de protéger l'apparence extérieure d'un produit ou d'une partie d'un produit. C'est vraiment ce qui est visible, l'aspect esthétique. Ça se décline en dessin 2D et en modèle 3D. Donc, c'est vraiment un outil qui va être complémentaire à la marque avec une protection qui va être limitée à 25 ans. Ensuite, on va aborder le nom de domaine également. Le nom de domaine, c'est l'adresse du site Internet. Ce n'est pas un titre de pays à proprement parler, parce qu'il ne confère pas vraiment de droit exclusif sur le nom. Mais c'est un signe distinctif qui confère à l'acquéreur du nom un droit dès son acquisition et permettra vraiment de rallier la clientèle. Voilà, enfin, dernier droit de propriété industrielle qu'on va détailler plus amplement plus tard, c'est le brevet. Le brevet, protège une invention technique et confère à son titulaire un monopole d'exploitation territoriale. On a une protection dans le pays où on a un brevet, donc il faut déposer autant de demandes de brevet que de pays où on veut avoir cette protection, et temporaire, le monopole est de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet. Ce monopole d'exploitation, en fait, il autorise le titulaire du brevet à empêcher les tiers de reproduire l'invention. Je l'entends souvent, on dit on est obligé d'exploiter. Non, on n'est pas obligé d'exploiter. Le droit brevet empêche les tiers, permet à son titulaire d'empêcher les tiers de reproduire l'invention. Alors, être seul à pouvoir exploiter une invention, c'est bien, mais il faut encore que cette exploitation soit libre. Et ce qu'on entend par libre d'exploitation, c'est que, par exemple, la vente du produit qu'on a breveté ne soit pas contrefacteur du droit d'un tiers. Ça peut exister. Et donc, ça, on reviendra sur cet aspect plus en détail, mais cette notion de liberté d'exploitation est très importante tôt, puisqu'évidemment, si on s'aperçoit tardivement que finalement, on a travaillé 1 an, on a investi du temps, de l'argent sur un développement et qu'en fait, on ne peut pas exploiter, c'est embêtant. Alors, ça vaut pour cette notion de liberté d'exploitation, vaut pour les brevets, mais aussi pour les autres droits qu'Anne-Laure vient de mentionner. Oui, effectivement, que ce soit pour le nom de domaine, la marque, le dessin et modèle, un critère, c'est la disponibilité, la nouveauté, on reviendra dessus. Et donc, il est essentiel de vraiment vérifier que vous n'empiétez pas sur les droits d'autrui. On reviendra dessus petit à petit. On va commencer du coup à discuter de la marque comme premier actif. La marque, comme je l'ai dit, c'est un signe distinctif qui identifie et distingue les produits des services d'une entreprise de ceux des concurrents.
Donc, il existe plusieurs types de marques, de signes qui peuvent être protégés comme marque. Donc, ça peut être un nom commercial. On prend l'exemple de Facebook, Danone. Ça peut être également un nom patronymique comme Vuitton. Un slogan publicitaire, on connaît Just Do It de Nike ou Parce que je le vaux bien, L'Oréal. Ou encore un logo, le crocodile de Lacoste, l'oiseau de X. Ou encore, par la marque tridimensionnelle, on va pouvoir protéger la forme d'un produit, par exemple une bouteille de vin. Avant de déposer, il sera essentiel de prendre en compte plusieurs critères pour garantir la validité de la marque. D'abord, le signe doit être distinctif, comme je l'ai dit. On doit distinguer vos produits et services de ceux des concurrents. C'est-à-dire qu'un signe qui serait trop générique ou descriptif d'une activité ne pourrait pas être protégé. Je prends l'exemple de Apple. Apple, pour des services de maraîchers, ce serait totalement descriptif de l'activité, alors que pour des ordinateurs, c'est distinctif. Après, le signe doit être également licite, ça veut dire qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pas de symbole au terme injurieux. De la même façon, il ne doit pas inclure des drapeaux ou des emblèmes de l'État ou des signes officiels de garantie. Enfin, le signe ne doit pas tromper le consommateur sur une des caractéristiques des produits et services qui sont visés. Par exemple, la nature, la qualité ou la provenance géographique. Ou bien laisser à croire que le produit bénéficie d'un caractère officiel. Donc, on va reprendre le nom choisi. Anne Pic a choisi comme nom pour sa marque Pic Easy. Ici, on peut voir sur le logo Pic Easy Medical, elle a choisi une orthographe originale. C'est ce qui va le rendre distinctif, bien qu'on comprend que Pic Easy, phonétiquement, c'est un peu laudateur, ce qui va expliquer, donner des indications sur le produit. Mais c'est distinctif. Au sein de ce logo Pic Easy Medical, le terme médical, lui, n'apportera rien, ne permettra pas de distinguer les produits et services de concurrents, parce que médical, dans le secteur médical, c'est vraiment un terme descriptif. Je donne des exemples de marques que Anne Pic n'aurait pas pu protéger. Par exemple, pistolet médical, là, ça aurait été totalement descriptif du produit, du dispositif. Vaccine Pro, par exemple, ça pourrait être trompeur si ça laisse entendre que ce dispositif est destiné à la vaccination, alors que ce n'est pas le cas. Ou encore des termes comme organique ou bioseringue, parce que l'utilisation de termes comme bio ou organique répond à des normes en vigueur, et donc si le dispositif ne respecte pas le cahier des charges, il ne pourra pas se désigner ainsi, comporter ce terme. Et donc la marque pourrait être annulée. Ici, on peut également, pour cette innovation, on va pouvoir également protéger la forme du produit, donc la marque tridimensionnelle, et l'application qui a été développée, en fait, l'icône pour elle-même être déposée à titre de marque figurative, donc de logo. Il faudra faire attention dans ce cas-là, parce que le logo souvent est designé par des tiers, et il faudra s'assurer du transfert des droits d'auteur, en fait, sur la création. En général, c'est prévu dans les bons de commande des agences de design, mais il faudra bien quand même en être assuré. Un point important en ce qui concerne la marque, c'est de cibler les catégories de produits et services que vous voulez protéger. La marque sera protégée vraiment que pour les produits et services désignés. Il faut donc parmi la classe il y a une classification de Nice qui comporte 45 classes, et donc il faudra sélectionner parmi ces classes les produits et services d'intérêt. Je reprends l'exemple du dispositif médical. C'est un pistolet médical qui relèvera ici de la classe 10 qui couvre tous les appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires. Pour l'application mobile,
ça relèvera plutôt de la classe 9 qui couvre les appareils et instruments scientifiques et tout ce qui est technologie de l'information. C'est important, dès le début du projet, il faut d'anticiper sur les activités à la fois actuelles, mais aussi réelles et futures de votre société. Parce qu'un libellé qui serait trop étroit va limiter l'évolution de la marque. Et si le libellé par contre, est trop large, ça va entraîner des coûts élevés et des risques de voir sa marque contestée par ailleurs, parce qu'un tiers qui aurait protégé ce signe pour une activité que vous avez couvert et que vous n'avez pas l'intention d'exploiter, en fait, ce tiers pourrait réagir, alors qu'en soi, dans les faits, il n'y a pas de risque de confusion. Et une fois que la marque est déposée, enregistrée, on va pouvoir limiter le libellé, mais impossible de l'étendre. Donc vraiment, c'est important d'anticiper. Par exemple, si Anne Pic souhaite étendre l'activité et proposer des services de soins par ailleurs, ce serait peut-être intéressant de couvrir dès à présent la classe 44 qui concerne tout ce qui est services de soins médicaux. Il est important aussi d'anticiper sur le territoire, parce que la marque, c'est un droit territorial. Donc, la question où est-ce qu'on le dépose, soit on le dépose au niveau national à l'INPI, soit au niveau de la marque de l'Union européenne, qui a un titre unitaire devant le UPO, ou alors est-ce que déjà elle a une idée des territoires internationaux, et donc on peut passer par la marque internationale. On reviendra dessus ensuite. Et comme on l'a évoqué, le critère de la disponibilité est important. Et donc, avant toute chose, il faudra procéder à une recherche d'antériorité pour éviter d'empiéter sur des droits déjà existants. Et voilà, on reviendra un petit peu plus dessus après. On va parler maintenant du dessin et modèle, qui est un autre actif important, complémentaire à la marque. Il joue un rôle clé dans le succès commercial d'une entreprise, parce que sur des marchés saturés, en fait, ça peut être vraiment l'apparence qui peut faire la différence et attirer vraiment le consommateur. Donc, ça peut être vraiment un enjeu commercial considérable. Comme je l'ai dit, c'est pour le dessin et modèle, ici, c'est vraiment l'apparence du produit qu'on va protéger, ou d'une partie du produit, ou le packaging. Ce qu'on protège, c'est des formes, des lignes, des contours, des couleurs, des textures. Donc là, on est protégé pas indéfiniment, mais par tranche de 5 ans jusqu'à 25 ans. Pour obtenir cette protection au titre de dessin et modèle, il y a 2 conditions à respecter. La création doit être nouvelle et posséder un caractère propre. Ça veut dire qu'en fait, l'innovation, votre visuel et cette esthétique ne doit pas ressembler à d'autres designs qui existent déjà dans le secteur. Elle ne doit pas susciter auprès du consommateur une impression de déjà-vu avec ce qui peut déjà se faire. Pour le critère de la nouveauté, pour garantir cette nouveauté, il ne faut pas divulguer en fait la création avant l'enregistrement du titre. Il existe un délai de grâce en cas d'autodivulgation. Je prends l'exemple d'Anne Pic. Elle présente son pistolet médical Pic Easy lors d'un salon professionnel pour attirer des partenaires. Là, c'est une autodivulgation qui rendra la création publique, mais grâce au délai de grâce, elle a encore 1 an pour protéger et déposer ce dessin et modèle. Et en fait, du coup, cette autodivulgation, si elle la dépose dans les 1 an, ne détruira pas le critère de la nouveauté. Dans la protection par le dessin et modèle, on va protéger l'esthétique, mais il y a certains éléments qui vont pas pouvoir bénéficier de cette protection. Ça va être tous les éléments qui vont être essentiellement imposés par la fonction technique du produit. Et là, en fait, ces éléments-là pourront être protégés par le brevet. Claire reviendra dessus. Et également, la forme d'un produit imposée par le besoin d'être associé à un autre produit. Là, dans notre exemple,
ce qui pourra être protégé, ça va être la forme futuriste et les détails décoratifs comme les textures, le bouton rouge, le mécanisme de tir. Mais non protégeable, ça sera pas le mécanisme de tir, justement, qui sera une fonction technique. Donc là, ce sera plutôt le brevet. De la même façon, la seringue, en fait, elle est imposée par le besoin d'être associée au dispositif. Donc là, ça ne pourrait pas être protégé. Là, il y a un aspect territorial aussi, comme la marque, qui est important. C'est est-ce qu'on veut protéger en France, en Union européenne, à l'international. Pour le dessin modèle, là, c'est important, c'est la vitrine en ligne de votre site internet, de votre entreprise. C'est essentiel comme première étape pour attirer la clientèle. Ça s'acquiert par un enregistrement auprès d'un registraire. Le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il est composé d'un radical, c'est le nom que vous allez choisir, auquel on associe une extension. Le critère essentiel, c'est la disponibilité. Donc, comme pour le reste, il faut procéder à une recherche d'antériorité pour s'assurer de ne pas empiéter sur des droits existants. Pour l'extension, en fait, vous pouvez choisir un certain nombre d'extensions qui peut refléter soit votre secteur d'activité, par exemple .tech, .med, .org, ou le territoire .fr, .com. Alors, c'est pas un titre de pays, donc ça remplace pas la marque. Ça ne confère pas de monopole d'exploitation. Par exemple, si vous réservez Pikizy pour un com, pikizy.fr, ça n'empêche pas un tiers de réserver pikizy.tech, par exemple. Donc, pour limiter en fait ce risque d'usurpation, il est important, parce que c'est pas des coûts très très forts. Il est important de réserver plusieurs extensions pour à rediriger vers un nom de domaine principal. Le nom de domaine, ça ne vous confère pas de droit si des concurrents décident en fait d'utiliser le nom du radical choisi. Dans l'exemple d'Enpic, l'utilisation du signe du nom de domaine pikizy.fr, .com, .tech, etc., ça n'empêchera pas d'autres personnes d'utiliser, d'exercer une activité sous le terme Pikizy, si vous n'avez pas déposé de marque. Donc voilà, c'est d'où l'importance vraiment de déposer également une marque. Donc là, on récapitule ces différents points. Pour la marque, on l'a vu, on peut déposer le terme Pikizy seul, le logo Pikizy médical, également l'icône d'application à titre de marque figurative, également la forme du produit. Pour le dessin modèle, ce sera l'apparence extérieure, les formes, les contours, également l'icône de l'application qu'on pourra également protéger à titre de dessin et modèle. Je vais prendre le relais. Oui. Merci. Alors, je poursuis avec... Alors, je n'arrive pas. Est-ce que tu veux passer là? Ah non, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé ma souris. C'est bon, merci. Voilà, je poursuis sur le droit brevet. Alors, au préalable, un rappel essentiel, on ne peut breveter une invention que si elle est nouvelle. J'aborde déjà les conditions de validité, mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner avec beaucoup de force. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que il ne faut pas que l'invention ait été portée à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit. Donc, article scientifique, poster, blog, communication dans un congrès, plaquette commerciale. C'est vraiment essentiel. Et avant le dépôt, il faut vraiment avoir ce souci de garder au secret l'invention. Ce qui n'empêche pas des échanges, des communications, dès lors qu'elles sont cadrées par un accord de confidentialité. Ça vaut avant le dépôt d'une demande de brevet.
une fois qu'on a déposé la demande, la vigilance reste tout de même de mise parce que la demande de brevet, c'est un contenu technique. Si vous innovez, vous continuez à améliorer, à compléter cette invention, et si vous dévoilez ces compléments, eh bien, on ne pourra plus les breveter non plus, plus breveter ces améliorations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose bon, les gens sont assez au courant, mais je préfère insister lourdement sur cet aspect. Alors, que peut-on protéger? On a trois catégories d'objets, les produits, les procédés et les utilisations. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Produits, enfin c'est relativement parlant, mais les produits, ça peut être une molécule chimique, biologique, comme une protéine ou un anticorps. Ça peut être des mélanges de produits, enfin des mélanges de choses, donc des compositions, comme la formulation, une galénique particulière d'un principe actif, ou une association de principes actifs, des extraits végétaux. Ça peut aussi être, et là ça va être illustré par notre exemple, un dispositif. Alors bon, là on est sur un dispositif particulier, mais ça peut être un balai essuie-glace, une pompe, un joint. Et après on peut aussi avoir plein de toute autre sorte de produits comme des micro-organismes, des constructions génétiques, par exemple pour des cassettes d'expression de gènes dans des plasmides. La palette est large. Les procédés en général visent la fabrication des produits, compositions, dispositifs, etc. Par exemple, le procédé de synthèse d'un principe actif. Ça peut être aussi le procédé de préparation d'une formulation, ou encore un procédé ou une méthode. Procédé-méthode, c'est équivalent de diagnostic, par exemple. Pour ce qui est de l'utilisation, elle peut être finalement assez proche du procédé. En général, donc, quand on protège un produit, c'est l'objet qui est protégé en tant que tel. On peut aussi préciser utilisation de ce produit pour telle application. C'est souvent comme ça qu'on rédige. Mais il arrive que le produit soit connu, qu'on ne puisse pas le protéger en tant que tel. Alors souvent, quand on trouve une nouvelle fonctionnalité à un produit, on protège son utilisation, sous réserve bien sûr qu'elle soit nouvelle et inventive. Je vais prendre un exemple. On connaît un extrait végétal, X, qui est décrit comme inducteur de la synthèse de collagène dans la peau, et qui, à ce titre, est utilisé comme agent cosmétique anti-âge. Ça, c'est ce qui est déjà connu. Si, par la suite, on met en évidence que cet extrait favorise la diminution de la lipolyse des tissus adipeux, alors on pourra tenter de protéger l'utilisation cosmétique de cet extrait végétal comme agent amincissant. C'est une nouvelle utilisation en espèce cosmétique. Je vais faire développer le cas particulier des médicaments, et puis ensuite des programmes d'ordinateur, parce que bon, médicaments, c'est voilà, des dispositions un peu particulières du fait du temps de développement qui est très long, et pour lequel finalement la durée de protection de 20 ans du brevet est souvent courte pour avoir un retour sur investissement satisfaisant. Alors, pour les brevets de médicaments, en général, on met en place ce qu'on appelle, on gère le cycle de vie des brevets. On décline différentes catégories de brevets les unes après les autres pour poursuivre, prolonger le temps de protection. Ça, c'est un premier moyen, on verra qu'il y en a un autre aussi. Et donc, souvent, le premier brevet pour un médicament, c'est ce qu'on appelle le brevet princeps, qui couvre le principe actif en tant que tel, voire ou une famille de molécules à laquelle appartient le principe actif. Souvent, dès lors que le titulaire identifie vraiment le lead et la molécule la plus prometteuse, on optimise son procédé de fabrication. Donc, un second brevet peut être un procédé de fabrication optimisé. Au-delà de ça, le titulaire poursuit ses développements et il va en général mettre au point une formulation
la formulation ou des formulations les plus appropriées à l'administration de son médicament. Ces formulations peuvent faire l'objet à nouveau de brevets. Et puis, dans le cadre des essais qu'il pourra faire avec ce médicament, s'il trouve de nouvelles applications thérapeutiques, un peu de la même façon que j'expliquais la nouvelle utilisation cosmétique, il pourra aussi décliner des nouvelles utilisations thérapeutiques. Ce qu'il faut savoir pour les nouvelles applications thérapeutiques, c'est que c'est accepté pas partout. Et là où c'est accepté, il faut respecter un formalisme de rédaction particulier. Pour protéger, en Europe, il faut protéger le principe actif pour son utilisation pour le traitement d'une nouvelle maladie. Donc ça, il faut bien, mais bon, les conseillers en brevet savent bien, dans ce domaine, savent bien comment rédiger et avoir un support dans la description pour rédiger convenablement ces nouvelles utilisations thérapeutiques. Point particulier en Europe, là je parle d'une nouvelle utilisation thérapeutique qui fait que donc on a un médicament X pour traiter la maladie Y, on s'aperçoit qu'il traite la maladie Z, on peut faire une nouvelle utilisation pour le traitement de la maladie Z. En Europe, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi, cette nouvelle utilisation, elle peut aussi viser un mode d'administration particulier, une posologie particulière ou un groupe de patients particulier, même si c'est la même maladie. Par exemple, on connaît le traitement d'une maladie X par l'administration orale de l'actif Y, et en poursuivant ses travaux, le titulaire constate que l'inhalation de l'actif Y améliore significativement le traitement de la maladie X. Il pourra alors protéger une nouvelle application thérapeutique qui sera caractérisée par le mode d'administration inhalation. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait une amélioration. Il faut que ce mode d'administration apporte vraiment un bénéfice. Donc là, on a vu assez rapidement et sommairement la déclinaison possible des titres pour couvrir et prolonger la durée de vie. Alors, ce ne sont pas les mêmes objets, mais en fait, on va en entonnoir vers des applications de plus en plus précises. Il y a un autre moyen dans le domaine des médicaments d'obtenir une prolongation de la protection, c'est ce qui s'appelle les certificats complémentaires de protection. C'est une disposition qui permet de prolonger la durée de vie d'un brevet jusqu'à 5 ans, un brevet de médicament jusqu'à 5 ans, mais il faut que ce médicament ait obtenu une autorisation de mise sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais ce qui est important, donc il faut savoir que ça existe, parce que ça peut effectivement contribuer à rentabiliser la commercialisation d'un médicament. Mais il faut savoir aussi que la fenêtre pour déposer une demande de CCP est courte. Elle est soit de 6 mois après l'obtention de l'AMM, si le brevet est déjà délivré, soit 6 mois après la délivrance du brevet, si on a déjà une AMM. Donc c'est court, et ça nécessite donc qu'en interne, il y ait une très bonne communication entre le département de brevet et le département réglementaire. Donc voilà pour les médicaments. Un petit mot sur les programmes d'ordinateur, qui est un cas particulier au sujet duquel on pense souvent qu'il n'est pas du tout brevetable, pas du tout protégeable par brevet. Alors, c'est vrai qu'un programme d'ordinateur, en tant que tel, est exclu de la brevetabilité. Mais dès lors qu'il est intégré dans une invention plus globale, alors cette exclusion ne pose plus de problème. Et pour je connais bien, parce que j'en traite régulièrement, un algorithme qui utiliserait des concentrations sanguines de marqueurs biologiques pour les mouliner et donner un diagnostic, c'est tout à fait brevetable. Le cœur de l'invention, ça reste l'algorithme, mais il utilise des données tangibles pour produire un résultat tangible. Ça, c'est tout à fait brevetable. Donc, en résumé, il y a beaucoup d'innovations qui sont brevetables. Il y a une chose dont il faut se garder, c'est de minimiser vos travaux. Ça nous arrive de rencontrer des inventeurs qui nous disent oui, enfin bon, mais ça c'est classique. En fait, ce qui est évident pour l'expert, parce que c'est votre quotidien, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, et ça peut tout à fait remplir des critères de brevetabilité, critères qui sont
je l'ai dit tout à l'heure, la nouveauté absolue. Il ne faut pas vraiment, l'invention ait été décrite dans l'état de la technique. Et deuxième critère, l'activité inventive, un peu plus subtile, il ne faut pas que l'invention découle à l'évidence de ce fameux état de la technique. Donc, et pour un homme du métier. Donc voilà, ça, ce sont les deux principaux critères qu'on doit remplir et sur la base desquels on doit défendre son invention quand on dépose une demande de brevet. Je vais souligner quelques points d'attention. Un en particulier, le premier qui est la rédaction. Une demande de brevet, c'est un formalisme, on peut comparer ça finalement à un contrat. On a des parties qu'on doit développer, notamment l'art antérieur le plus proche, en quoi cet art antérieur a des limites et pose des problèmes techniques. On arrive à l'invention, en quoi l'invention solutionne ce problème technique. En général, on décline différents modes de réalisation. Il faut une partie expérimentale. Les exigences des offices ne sont pas très élevées, mais il faut quelques résultats pour voilà, quand même soutenir l'invention. Et bon, à titre, alors, dans le domaine biologique que je connais le mieux, typiquement des données vitro peuvent suffire pour soutenir la brevetabilité. Et la dernière partie très très importante de la demande de brevet, ce sont ce qu'on appelle les revendications. C'est cette partie à la fin où, voilà, qui définissent la protection qui est requise. Alors pourquoi la rédaction, c'est aussi un sujet sur lequel il faut faire très attention. C'est que je le disais précédemment, le droit des brevets est relativement uniforme dans les pays, mais il y a des spécificités et c'est bien de les connaître au moment de la rédaction parce que on prévoit du coup dans le texte de la demande, qui constitue après un réservoir fini de caractéristiques, on prévoit dans le réservoir de la demande des solutions de repli, des différentes façons d'exprimer la même chose pour s'adapter aux exigences des pays quand elles sont particulières. Autre petite remarque, je pense que vous avez remarqué que je parlais de demande de brevet. On dépose une demande de brevet parce qu'elle est examinée. Elle est examinée par l'Office des brevets du pays dans lequel on la dépose. Ça peut donner lieu à des échanges avec un examinateur qui nous dit non, vous n'êtes pas inventif, mais là on répond mais si, et on se défend. Et en général, on est amené à adapter les revendications, et ce n'est que lorsque l'examinateur est convaincu que là, il délivre, et là on a un brevet. Donc, petite remarque, je parlais de la durée tout à l'heure du vie, c'est 20 ans, mais c'est 20 ans à compter du dépôt de la demande et pas à compter de la délivrance. Donc, voilà, on peut avoir intérêt à accélérer la délivrance autant que possible. Et je reviendrai sur cette notion de revendication qui sont délivrées, qui peuvent être plus limitées que celles déposées et publiées par rapport à la liberté d'exploitation. Et oui, voilà, je mentionnais le timing. Voilà, on peut essayer de jouer sur la vitesse de l'examen pour obtenir le plus vite possible un brevet. Oui, et la demande de brevet, c'est une application en anglais. Je réponds, il y avait une question, on pourra revenir dessus. Alors, si on revient à notre exemple, le pistolet médical d'Anne Pic, là, il y a une multitude, tout comme il y avait une multitude de droits que Anne-Laure a balayé, marque, dessin et modèle, là, il y a une multitude d'inventions qui pourraient soutenir cette innovation. Par exemple, ça pourrait être le médicament qui sera introduit dans la capsule d'injection. Ça peut être le dispositif d'injection, les capteurs pour mesurer les marqueurs biologiques, le traitement des mesures faites pour produire un diagnostic. Et puis ça peut être aussi toutes ces choses qu'on ne voit pas à l'intérieur, des pompes, des systèmes d'injection, enfin
progression du produit. On pourrait aussi imaginer tout à fait qu'il n'y ait pas un médicament, mais 2 médicaments, que ça permette une injection avec un dosage particulier. Voilà, toutes ces caractéristiques, dès lors qu'elles sont voilà, nouvelles et inventives, elles peuvent faire l'objet d'un brevet. Et on en revient à ce qu'on disait tout au début, c'est vraiment important d'avoir détecté où se trouvait la valeur et les actifs valorisables dans un projet. Anne-Laure, je te repasse la parole. Bon, c'est encore moi. Hop. Je peux continuer. Et du coup, je vais poursuivre. Alors, ça fait la transition, une très bonne transition avec dans ce dont je parlais sur la portée des revendications. On l'a évoqué tout à l'heure, les notions d'art antérieur, de ce qui existe. Alors, ça, c'est important sous 2 angles pour les brevets. C'est bien sûr déjà la brevetabilité. Est-ce que l'invention est connue ou est-ce qu'elle est évidente par rapport à l'état de la technique? Dans le cadre de l'analyse, il faut vraiment distinguer brevetabilité et liberté d'exploitation. Ce sont 2 choses vraiment tout à fait différentes. Dans le cadre de la brevetabilité, on considère tout l'art antérieur, quel qu'il soit. C'est vraiment tout ce qui a été rendu public. On analyse et on compare avec l'innovation qu'on a faite pour déterminer si oui, on a une chance ou non d'obtenir un brevet. Pour ce qui est de la liberté d'exploitation, là, le sujet, c'est de s'assurer que lorsqu'on exploitera son innovation, on ne sera pas contrefacteur de droits de tiers. Et donc, logiquement, l'analyse de la liberté d'exploitation se concentre sur les brevets. Donc on fait une recherche dans les bases de données brevets et puis de la même façon qu'on analyse ce qui est décrit pour la brevetabilité, là pour la liberté d'exploitation, on va analyser la portée de la protection des brevets existants. Et ça rejoint donc ce que je disais, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut tomber sur la publication d'une demande de brevet avec des revendications larges, et là on se dit c'est la cata, tout est déjà connu, enfin tout est déjà protégé, je ne pourrais pas exploiter. En fait, il faut quand même regarder qu'est-ce que ça a donné, est-ce que le brevet a été délivré, s'il a été délivré, avec quelle portée, et est-ce qu'il est toujours en vigueur. Donc ça, c'est vraiment un travail alors il faut aller chercher les informations dans les bases de données, mais c'est important à souligner. Quand on tombe sur une demande de brevet, il faut aller voir ce qu'il en est advenu. Il faut aller voir s'il y a des membres dans d'autres pays où on souhaite exploiter. Et voilà, et du coup, se positionner. Un dernier point que je souhaiterais ajouter sur la donnée brevet, faut avoir en tête que c'est un outil très intéressant d'analyse du marché. Quand on quand on se lance sur une technologie, faire une cartographie brevet, ça enseigne qui sont les acteurs sur le marché, comment ils déposent, où ils déposent et comment ils déposent. Donc leur stratégie de protection, et puis les technologies les plus étudiées, et c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement pour des nouveaux lancements de projets pour des clients. C'est toujours très riche d'enseignements de faire cette observation, et ça, c'est utile à la définition de sa propre stratégie de protection. Alors, il n'y a pas que pour les brevets qu'on doit se préoccuper de l'imitation et des libertés d'exploitation, pour les autres droits aussi. On le répète encore et toujours, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment hyper important de procéder à des recherches en amont de lancement de votre projet, parce que en fait, sinon vous risquez d'empiéter et d'utiliser des droits qui sont déjà protégés par d'autres personnes. Donc, à minima, faire des recherches à l'identique sur les bases des offices des marques, sur le territoire duquel vous souhaitez protéger votre marque. De la même façon, pour le nom de domaine, sur des bases spécialisées
ça va être des résultats non exhaustifs parce qu'en fait, ça ne prendra pas en considération les signes qui présentent certaines ressemblances. Donc, c'est toujours mieux de passer par un conseil qui va faire une recherche un peu plus globale. C'est un droit antérieur et découvert. Après que vous ayez fait des investissements, en fait, vous risquez de devoir modifier, abandonner, enfin, changer en fait le nom même de votre marque, alors que vous avez déjà lancé le projet, et ce serait vraiment des conséquences, il y aurait des conséquences financières et d'image assez importantes. Je prends l'exemple d'Anne Pic. Elle commence à communiquer largement sur le nom Pic-Easy. Elle fait des investissements significatifs en termes de marketing, de production, et au bout de 6 mois, elle reçoit une lettre de mise en demeure d'une société qui est titulaire d'une marque Pic-Easy pour des services médicaux. Et ben là, en fait, elle est en tort parce qu'elle n'a pas procédé à des recherches, elle n'a pas encore déposé. Enfin, elle a beau d'avoir déposé une marque, en fait, il y avait une marque antérieure. Donc en fait, elle doit faire marche arrière et changer de nom et reporter la mise sur le marché de son produit, etc. Donc vraiment, il est essentiel de vérifier en amont. C'est certes des investissements, mais ça évite de perdre du temps et de l'argent ensuite. Et c'est une transition toute trouvée pour parler des financements qui peuvent exister pour vous aider dans votre projet. Alors, donc, comme on l'a dit, l'API, c'est un actif précieux, mais l'investissement, ça peut être un frein, notamment pour les petites structures. Heureusement, aujourd'hui, il existe un certain nombre de dispositifs qui permettent d'alléger cette charge et encourager les petites sociétés à innover. Il y a un grand nombre aujourd'hui de dispositifs mis en place, des soutiens variés qui évoluent en plus d'année après année. Quelques exemples concrets, l'INPI propose notamment un pré-diagnostic pays. C'est un dispositif gratuit qui permettra d'identifier les actifs protégeables et élaborer une première stratégie de protection. Le PASS-PI, c'est une aide financière qui permet qui couvre les honoraires d'un expert en pays. Ça prend en charge 50% des coûts, par exemple, d'une recherche d'antériorité, une rédaction de brevets, un libellé de marque, etc. Au niveau de l'Union européenne, le SME Fund, qui a été créé par la Commission européenne avec le IPO, l'Office de l'Union européenne, qui prévoit un remboursement partiel des taxes de dépôt, jusqu'à 1 000 € pour une marque et 3 500 € pour un brevet. Et la BPI, la Banque publique d'investissement, qui propose une aide pour évaluer vos actifs auprès d'un conseiller en pays avec un remboursement de 50% des honoraires plafonnés à 16 000 €. Donc voilà, vous pouvez voir sur ce tableau un détail de ce que ces aides prennent, voilà, à quoi servent ces aides, qu'est-ce qu'elles couvrent. Elles sont stratégiques, hein, elles permettent une réduction des coûts, ça permet de libérer des ressources financières pour d'autres priorités comme le développement ou le marketing. Ça permet d'accélérer la protection, éviter un risque de copie et protéger les innovations au plus tôt. Et ça valorise votre entreprise parce qu'un portefeuille de titres soutenus va renforcer votre crédibilité auprès d'investisseurs. Donc voilà, le processus d'accès à ces financements se déroule en plusieurs étapes. Si on reprend l'exemple d'Anne Pic, elle pourrait aller solliciter l'INPI pour faire un pré-diagnostic et identifier les actifs qu'elle peut protéger liés à son postulat médical. Ensuite, elle pourra demander un devis auprès d'un conseil pour effectuer des prestations comme des recherches d'antériorité ou la rédaction de son brevet. Elle pourra ensuite demander des subventions, par exemple via le PASS-PI, pour couvrir une partie des honoraires liés aux prestations de conseil. Et une fois les prestations effectuées, elle recevra le remboursement des subventions accordées
ce qui permettra d'alléger ces coûts de protection et garder du financement, de l'argent pour d'autres aspects de son projet. J'ai peut-être juste ajouté une petite remarque par rapport à cette présentation. Ça, c'est quelque chose, la synthèse d'aide qu'on a faite cette année. Ça change tous les ans, donc voilà, vigilance. Et puis, on a aussi été informé que voilà, il y a des aides pour lesquelles ça fait quelques semaines qu'il n'y a plus de fonds. Elles ont déjà été toutes allouées, donc il faut pas hésiter à déposer ces dossiers assez tôt dans l'année. Alors, que ce soit pour solliciter ces aides pour d'autres finalités, on a vu, voilà, l'innovation, il faut la protéger. Il y a différents droits possibles. On peut les combiner, mais à un moment, il faut aussi quand même avoir que ça forme un tout et avoir une vraie stratégie de pays. Il faut être capable d'expliquer en quoi et pourquoi ces droits servent au business model et assurent les développements futurs. Sont vraiment c'est une démarche qui est vraiment essentielle. Il faut pouvoir expliquer ces enjeux dans différentes situations, notamment les appels à projets, donc les sources de financement, les contrats de co-développement et les levées de fonds. Par exemple, pour les appels à projets comme ceux du plan d'investissement à venir, qu'on y réponde seul ou en partenariat, on a constaté que les organismes qui proposent de distribuer des fonds ont des exigences en matière de bonne maîtrise de ces enjeux de pays et donc de stratégie. Donc encore une fois, il faut expliquer cette stratégie, expliquer comment on est organisé pour répondre à cet enjeu. Et à titre d'illustration, voilà le genre de questions qui peuvent être posées dans les cahiers des charges pour répondre pour candidater à ces aides. C'est, par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre organisation qui se charge de l'API? Si oui, qui? Quelle est sa fiche de poste? Est-ce que vous travaillez avec un cabinet? Si oui, lequel? Comment sont organisées les relations entre la personne en charge de l'API et le cabinet? Quels sont vos workflows? Quel est le processus de décision? Donc, c'est vraiment des questions très, très concrètes qui ne s'improvisent pas, qui demandent du travail. Et ce qu'on a aussi constaté, c'est que lorsque le projet est attribué et lancé, il y a de plus en plus d'exigences donc souvent les fonds sont débloqués par tranche et pour chaque déblocage, allocation de fonds, il est vérifié que ce sur quoi l'attributaire s'est engagé a bien été réalisé. Ces exigences sont variables, mais on constate qu'elles se normalisent et qu'elles s'alignent sur le niveau de description. Il se trouve qu'on travaille en ce moment sur ces exigences et ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Un autre cas de figure, les contrats de co-développement. Alors là, c'est plus le sujet du financement, mais ils peuvent aussi être financés. Là, il est important dans ces situations de bien mettre en évidence les apports, c'est-à-dire les droits et les connaissances détenues au démarrage du projet, le background. Je vais aller assez vite parce que Anne-Laure reviendra sur cet aspect dans la partie contractuelle, mais ça rejoint cette idée de bien définir sa stratégie brevet, sa stratégie propriété industrielle. Donc, faire un inventaire précis de la documentation, ça apporte de la crédibilité et c'est un levier de négociation pour le partage des résultats. Il peut être prudent de faire intervenir son conseil pour se faire aider sur la préparation de cette documentation et aussi pour la négociation des clauses pays et en particulier pour le partage de l'exploitation, surtout si elle se fait en fonction de secteurs techniques.
selon les spécialités de chacun, il faut s'assurer que chacun retrouvera la valeur, aura bien l'exploitation qui lui convient. Et enfin, sur les levées de fonds, bien là, c'est encore aussi le but, c'est de mettre en évidence la valeur de l'entreprise par l'intermédiaire de sa propriété industrielle. Ça peut être une valorisation financière en euros des actifs ou non financière, établie sur des aspects différenciants, par exemple des signes distinctifs et des technologies. Le brevet garantit la différenciation de la technologie par rapport à l'art antérieur, et puis la paternité sur la propriété de cette innovation. Donc voilà, une démarche cohérente et se projeter et savoir pourquoi on utilise les outils, les droits de pays, c'est essentiel dans le développement. Alors, on va passer ensuite au volet commercialisation. Donc, Anne Pic, fort de son succès en France, Anne Pic poursuit ses développements et cherche à élargir son marché. Alors, elle va être amenée à adapter sa stratégie de protection. D'abord au territoire qui l'intéresse. Elle a trouvé un fournisseur qui peut lui faire fabriquer certains des éléments de son dispositif à l'étranger. Il serait utile que dans les pays de production, elle ait une protection. Donc, elle va veiller à élargir, à couvrir les territoires dans lesquels elle fabrique, et puis aussi, bien sûr, dans les pays dans lesquels elle souhaite vendre, elle souhaite exploiter. En général, quand on dépose une demande de brevet, on fait ce qu'on appelle un dépôt prioritaire, souvent en France ou en Europe quand on est français, et on a 12 mois pour perfectionner, ajouter par exemple des données expérimentales et déposer des extensions. 12 mois, ça s'appelle l'année de priorité. Alors, c'est une opportunité, mais c'est court. Mais ça veut dire qu'au bout des 12 mois, il faut vraiment, vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, dans quel territoire on veut couvrir. Et donc, anticiper, il faut toujours être un peu dans l'anticipation. Et donc, savoir où on veut avoir une protection. Et bien sûr, ça peut valoir pour une première invention. Après, il faut aussi veiller dans tous les perfectionnements qu'on fait à déposer des nouvelles demandes de brevets lorsque on pense que c'est bien nouveau et inventif. Et puis continuer, si on développe de nouveaux produits, veiller à poursuivre la protection des innovations. Et enfin, pour ce qui est des brevets, s'assurer que on n'a pas de contrefacteurs sur le marché, faire une certaine surveillance. Et donc, globalement, il faut avoir à l'esprit qu'un portefeuille de brevets, c'est quelque chose de vivant. C'est vivant parce que, je le disais tout à l'heure, entre le dépôt d'une demande de brevet et la délivrance, on n'aura pas forcément les mêmes revendications, la même protection. Mais ça peut valoir dans différents pays. On peut se retrouver dans une situation où on a une protection pour une même invention, pour vraiment la même demande déposée dans chacun des pays. Au Japon, on n'aura peut-être pas la même protection qu'au Canada et qu'en Europe. Donc voilà, il faut s'assurer aussi que dans ce qu'on a dans son portefeuille de brevets, il faudrait évaluer et s'assurer qu'il couvre les produits commercialisés en développement et qu'il y ait une adéquation entre les droits qu'on a et ce qu'on veut exploiter, ou ça peut être aussi, si ça ne couvre pas exactement ce qu'on est en train de faire parce qu'on a été limité pendant l'examen, il n'en demeure pas moins que ça peut gêner des tiers, ça peut freiner l'accès au marché de tiers, donc ça peut être quand même intéressant de garder cette protection.
Ce qui est intéressant, enfin, dans ce développement de droit, on va revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'est toujours un atout pour la distribution, pour mettre en place des accords pour des distributions locales, pour avoir des partenariats, des transferts de technologies, éventuellement monter des joint ventures et implanter des filiales. Et encore une fois, ça vaut pour les brevets, mais pas uniquement, ça vaut aussi pour les autres droits. Oui, tout à fait. Bon, on l'a dit, c'est un droit territorial, donc il faut bien définir quel est le territoire d'intérêt en premier lieu, mais comme pour le brevet en général, on va commencer par déposer la marque en France, puis l'étendre sur les territoires d'intérêt. Il y a également un droit de priorité, mais il est de 6 mois pour la marque et le dessin modèle, donc qui vous permet de bénéficier de la date de dépôt de la marque française pour votre extension à l'international, sans craindre que d'autres entreprises ne déposent entre-temps. Et ça, c'est important. Après, si vous avez dépassé le délai de priorité, c'est pas grave, vous pouvez déposer une marque internationale. C'est juste que il y aura un laps de temps où vous n'aurez pas de droit à l'étranger. On en a parlé tout à l'heure, il y a le principe de spécialité en droit des marques. Donc, s'il y a un perfectionnement, un nouveau produit, il va falloir une nouvelle activité sur votre marque. On parlait, par exemple, de soins qui pourraient être proposés des services d'accompagnement pour utiliser ce pistolet. Dans ce cas-là, il faudra étendre la marque. Il faudra couvrir des nouveaux services. Donc, si vous ne les avez pas déjà couverts sur votre premier dépôt, il faudra redéposer une marque en couvrant la classe de service qui est pertinente. Éventuellement aussi, en fait, vous aurez déposé votre marque verbale. C'est toujours bien de déposer le nom seul. Mais ensuite, vous faites évoluer vos logos, vous avez une nouvelle identité visuelle. Ça peut être intéressant, en fait, de protéger également ces signes. J'attire votre attention sur l'obligation d'usage de la marque. En fait, la marque, elle est protégée dès son enregistrement, mais au bout de 5 ans, vous avez une obligation d'usage. Vous êtes obligé de l'exploiter telle qu'elle a été enregistrée. Donc, bien faire attention à ce que la marque, l'utilisation que vous faites de cette marque est la même que le signe qui a été protégé. Une fois les droits acquis, il est important de surveiller vos droits. C'est pas tout d'en avoir, mais il faut les surveiller pour identifier d'éventuelles imitations. Donc voilà, après, il y a tout un panel de droits, d'actions juridiques qui s'offrent à vous pour défendre vos titres contre des tiers qui viendraient usurper imiter vos droits. Et importance également de renouveler les titres périodiquement. La marque, c'est tous les 10 ans et les dessins modèles tous les 5 ans jusqu'à 25 ans. Alors maintenant, on va parler des éventuels partenariats. Dans le cadre du développement de votre projet, vous pouvez être amené effectivement à collaborer avec des tiers, par exemple des établissements de santé, des laboratoires de recherche, ou quelques partenaires qu'ils soient économiquement parlant. Ces partenaires sont essentiels au développement de votre projet, mais ils vous exposent également à des risques liés à votre propriété intellectuelle. Donc, formaliser des accords va être essentiel dès le début de votre projet, avant même de commencer la collaboration. Il est essentiel de mettre en place des contrats structurés qui intègrent les intérêts de chaque partie. Dans ces contrats, ces contrats permettront de définir les apports de chacun, le background. Chaque partenaire doit documenter ce qu'il apporte au projet, qu'il s'agisse de brevets, de savoir-faire ou de données spécifiques. Ça permettra de clarifier les contributions de chacun et éviter d'éventuels conflits. On organisera par ces contrats la propriété des résultats, le foreground.
Les droits sur les innovations issues de la collaboration doivent être absolument définis précisément et ils peuvent être exclusifs, donc attribués à une seule partie ou partagés selon les apports de chacun. Donc, il faudra également gérer l'exploitation de ces résultats. Les accords doivent inclure des dispositions sur l'usage des résultats et prévoir, par exemple, l'octroi de licences ou de royalties afin d'éviter l'exploitation non autorisée, par exemple, par un ancien partenaire. Je reprends l'exemple d'ANPIC. Ces titres de pays qu'elle aura obtenus représentent un background à protéger face aux tiers. S'il y a un partenaire économique qui développe un module complémentaire pour son produit, les conditions d'exploitation de ce foreground doivent être contractualisées dès le départ. Dans toutes les collaborations, des informations sensibles vont être divulguées, enfin peuvent être divulgués des résultats préliminaires, des prototypes, des savoir-faire. Ces informations pourront être échangées avec des tiers et elles doivent être protégées tout au long du projet, depuis les négociations initiales jusqu'à l'exploitation des résultats. Pour cela, il faut mettre en place des accords de confidentialité dès les premières discussions avec des tiers qui doivent prévoir la durée de la confidentialité et les modalités d'utilisation des informations qui vont être échangées. Un autre outil pour permettre de protéger ces informations sensibles, c'est le secret des affaires, qui viendra protéger des informations sensibles, mais qui ne peuvent pas être brevetées. Par exemple, des procédés spécifiques, des tests, des fichiers clients, des informations, toutes les informations stratégiques pourront être protégées si elles répondent à 3 critères. En fait, c'est le critère de la confidentialité. Les informations ne doivent pas être accessibles au public. Ces informations doivent avoir une valeur économique. Elles doivent vous offrir un avantage concurrentiel réel. Et vous devrez également pouvoir prouver que vous avez mis au sein de l'entreprise des mesures concrètes d'accès à ces données. C'est des mesures de protection réelles pour limiter l'accès, comme voilà, la signature de NDA ou des clés d'accès à ces informations. En reprenant l'exemple d'ANPIC, les données cliniques préliminaires, ça va être sur le pistolet ou certains algorithmes, ça va être des informations qui sont sensibles. Elles doivent être protégées par des NDA et être considérées comme des secrets d'affaires si ces données ne peuvent pas être brevetées. Donc, si ANPIC discute de son pistolet avec un labo de recherche ou un hôpital, les informations sur les tests de validation et les résultats obtenus ne doivent pas être divulgués à des tiers sans son consentement. Donc voilà, ces différents outils permettront de sécuriser ces échanges d'informations. Alors, voilà, en résumé, petite slide de conclusion pour mettre en exergue les points qui nous semblent vraiment importants. Il faut toujours se poser la question, voilà, de la bonne adéquation de sa protection et de son business, et évaluer en permanence toutes les innovations qui sont générées de façon à s'interroger. Est-ce qu'on protège ou non? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et donc, ça nécessite d'être très clairvoyant sur la valeur qu'apportent ces innovations et leur importance dans le business model. Autre rappel vraiment très très important, le plus tôt est le mieux. Voilà, dès qu'il y a une divulgation, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion précocement, quitte à se dire que c'est pas opportun de protéger, mais avoir cette démarche en interne. Je trouve quelque chose qui est important, c'est garder à l'esprit à la fois la multiplicité des droits, il y en a plusieurs, et leur complémentarité, à leur expliquer que par exemple un dessin et modèle, ça ne protège pas la fonctionnalité,
mais n'empêche que ça protège quand même le design et cette apparence qui, pour le consommateur, est importante. Et en corollaire, on a toujours le brevet quand on veut protéger des fonctionnalités. Donc, ça forme un tout. Il faut vraiment avoir une approche globale sur les droits de propriété intellectuelle. Et donc, voilà, cette protection a plusieurs vertus. Hein. Ça sécurise vos actifs pour votre croissance. Ça contribue à la valeur commerciale de l'entreprise. Ça crée une image innovante de l'entreprise sur le marché. Ça limite aussi des risques de litige avec les concurrents. Ça apporte un avantage concurrentiel. Et puis, c'est un argument pour convaincre les investisseurs. Après, chaque entreprise est unique. C'est quelque chose qu'il faut adapter aux besoins. Je pense notre objectif, c'est de vous donner des fondamentaux de réflexion, mais c'est vraiment du cas d'espèce. Et il faut l'appliquer à son business et à sa taille, à sa localisation. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Il nous reste, je vous remercie Anne-Laure et moi vous remercions pour votre attention. Et puis on peut peut-être voir s'il y a quelques questions. J'en vois une qui pose la question, qui a disparu, qui pose la question, mais je l'ai retenue, la question de la différence entre l'enveloppe solo et le brevet. Alors c'est très 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 différent. Merci. Alors, une enveloppe solo, on dépose quelque chose à l'INPI et on lui donne une date certaine. Donc, ça peut être la description d'un mémoire technique, des résultats, des copies de pages de cahiers de labo. On les pose. On a une date certaine pour le dépôt de ce contenu d'information. Et ça reste comme ça, c'est secret, ça n'est pas publié, ça ne donne pas de droit, ça ne protège en rien. Ça a quand même un intérêt. Par exemple, au début, lors de la mise en place d'une collaboration avec un tiers, d'un accord de co-développement, ça peut être bien, une fois que la documentation des apports est faite, d'en faire une enveloppe solo et de déposer vraiment au tout début. Parce que à quoi ça sert l'enveloppe solo? C'est quand on en a besoin, c'est pas très bon, on est en litige, mais quand on la sort, on dit voilà, moi j'ai la preuve qu'à cette date-là, je possédais ces informations. Je vous prouve que j'ai une date certaine, donc ne prétendez pas les avoir obtenues à ma place. Donc voilà, mais donc c'est vraiment important. Alors c'est vrai que je suis souvent assez malaise avec les inventeurs qui me parlent d'enveloppe solo, ça ne protège pas, hein, surtout ça ne protège pas. Il y a vraiment que pour prendre date, c'est utile, mais sinon pour avoir un droit, un monopole d'exploitation, c'est le brevet. J'espère que ça a répondu de façon satisfaisante à la question. Et je ne vois pas d'autres questions. Ah oui, il y a une question. Quand tu donnes aide pour l'amélioration d'une application logicielle, est-ce que c'est un levier de négociation pour obtenir un prix dans la vente, l'achat de l'application logicielle? Ça, c'est l'histoire des foreground, background. Évidemment, chaque élément est un levier de négociation. Je ne sais pas si Claire, tu as un truc en particulier à dire. Alors, ça dépend. Ça dépend si la relation contractuelle, si c'est de la prestation ou si c'est un co-développement. En général, la prestation, on considère que vous vendez votre prestation intellectuelle et voilà, c'est fini. Il y a une cession. Si c'est un co-développement, là, c'est ce qu'expliquait Anne-Laure tout à l'heure. Il faut, dans l'exploitation qui est envisagée par la suite, il faut savoir qui a droit à quoi. Et bien expliciter ça dans les contrats en amont. Alors, je vois une question. Alors là, on ne va pas pouvoir vous renseigner. J'ai contacté l'INPI depuis une semaine. Oui, j'en suis désolée, mais ça, on pourra. On n'a pas la clé de l'INPI. On travaille avec eux, mais je ne vois pas d'autre. Je remonte dans le fil. Encore en haut, apparemment.
Ah oui, mais sinon, il a déjà répondu à ce que demande. Oui, en fait, patent application en anglais. Et pour les marques, trademark. Effectivement, on parle, et c'est vrai, j'en profite pour insister sur le fait que voilà, il y a la demande de brevet et le brevet, et c'est pas pareil. Il faut bien distinguer les deux. Le brevet, c'est vraiment quand on a eu l'accord, le tampon de l'office de brevet et qu'on a sa protection. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vois quelqu'un écrire, donc on va attendre avant de conclure, s'il y a une dernière question. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins et des demandes particulières. Prévoyez-vous de faire une suite? Oui, je crois qu'il est prévu qu'on fasse une suite sur des points un peu plus précis. Parce que là, on a abordé vraiment des sujets transversaux et assez généraux. Il y a notamment, j'en parlais, hein, les exigences des appels à projets. C'est quelque chose que notre collègue Jean-Christophe Roland étudie et dont il pourrait faire une synthèse. Après, là, vous mentionnez des focus spécifiques. Oui, bien sûr. S'il y a de l'appétence pour et de l'intérêt pour des sujets, cette fois en étant moins global et en se concentrant sur un sujet particulier, avec grand plaisir. Ah, c'est pour toi, ça. Secret des affaires. Ce qui est intéressant, c'est le secret des affaires dans le cadre de contrats de co-développement. En fait, c'est toujours le secret des affaires. Si vous répondez aux différents critères, vous êtes protégé par le secret des affaires. Mais encore une fois, c'est dans le cas de litige qu'on fait valoir ce type de droit. Mais si c'est une information commerciale qui vous apporte un avantage, un avantage économique, donc comme dans le co-développement, effectivement, et que vous mettez toutes les mesures nécessaires, des clés d'accès, des clauses dans les contrats, ça peut être considéré comme un secret d'affaires. Alors, ce serait peut-être justement intéressant, parce que là, tu l'as passé en revue assez rapidement, hein, les exigences. Ça peut être sur une durée beaucoup plus courte d'expliquer plus dans le détail, parce qu'il y a quelques jurisprudences qui pourraient être utilisées aussi pour illustrer un peu. Parce qu'il y a c'est assez récent, parce qu'il y a une directive en 2016 qui a été implémentée en France en 2020, je crois. Donc c'est assez récent, cette protection par le secret des affaires, mais ça peut vraiment être un complémentaire essentiel au brevet et aux différents types de pays, quoi. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, de discussion, je vous propose de clore ce webinaire qui a été enregistré. Nous diffuserons également sur nos canaux si c'est bon pour vous. En tout cas, on tenait du coup à vous remercier pour cette présentation, pour ce temps d'échange, et voilà, si vous avez encore des questions à nous poser, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous.